All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour, l'audience est ouverte. Monsieur le greffier d'audience, appelez l'affaire, s'il vous plaît. Oui, Madame le Président. Situation en Côte d'Ivoire, dans l'affaire Les procureurs contre Laurent Gbagbo. Référence de l'affaire ICC 0211 0111. Je vous remercie. Je constate que M. Gbagbo est de retour. Vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des changements dans les équipes? Pas de changement, Madame la Présidente. Okay. Bon, alors on va recommencer. La parole est au bureau du procureur. Merci, Madame la Présidente. Honorable juge, tel que mentionné hier, donc la dernière présentation de l'accusation sera présentée par M. Gardmetzer. Et tel que mentionné, il est possible qu'elle déborde le cadre de l'heure stricte. Toutefois, je crois qu'il serait préférable de prendre la pause et donc il est prévu que nous arrêtions et revenions dans la deuxième heure. Je laisse maintenant la parole à mon collègue. Merci. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous dites que vous allez vous arrêter et recommencer après. OK. Pas de problème pour nous. OK, merci. Good afternoon. Monsieur Gardmetzer, bonjour Madame le Président, Madame, Monsieur le juge. Je vais à présent vous présenter les faits et les éléments de preuve pertinents pour l'établissement de la responsabilité pénale individuelle de Monsieur Gbagbo. L'accusation allègue que M. Gbagbo a engagé sa responsabilité pénale individuelle pour les crimes qui lui sont reprochés en tant que coauteur indirect au sens de l'article 25 3A. Ma présentation portera sur la manière dont M. Gbagbo a contribué à la réalisation des éléments objectifs des crimes. Ensuite, je vais me pencher brièvement sur les autres éléments de la coaction indirecte et ajouterai quelques remarques relatives à l'autre qualification juridique de l'accusation au sens de l'article 25.3d du statut. Madame le Président, Madame, Monsieur le juge, les éléments de preuve établissant un lien entre M. Gbagbo et les crimes doivent être examinés à la lumière des faits incriminés qui ont fait l'objet d'une discussion hier. Ces éléments de preuve démontrent que les 4 incidents ont été exécutés par une structure de pouvoir bien organisée, d'une manière coordonnée et dans la poursuite d'un plan commun. Mais plus important encore, cet élément de preuve montre que les forces pro-Gbagbo ont agi dans la poursuite ou en application des ordres, en exécution des ordres de M. Gbagbo. Et donc, ces éléments de preuve permettront d'établir le lien entre le terrain et les supérieurs. Après quoi, il ne reste plus qu'un pas à franchir pour établir un lien entre M. Gbagbo et les crimes. M. Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire et le commandant en chef de l'armée. C'était lui qui contrôlait de facto et de jure les forces pro-Gbagbo. Je vais à présent décrire la manière dont M. Gbagbo a contribué à la réalisation des éléments objectifs des crimes. Le comportement de M. Gbagbo peut être classé en 6 formes de contribution, dont chacune était essentielle pour l'exécution du plan commun et à la commission des crimes qui lui sont reprochés. Premièrement, M. Gbagbo a défini et adopté le plan commun. Deuxièmement, il a créé une structure
pour exécuter ce plan commun. Troisièmement, M. Gbagbo a fourni à ses forces des armes. Quatrièmement, il a coordonné l'exécution du plan commun. Cinquièmement, M. Gbagbo a donné des ordres à ses subordonnés et les a incités à exécuter le plan commun. Et enfin, il a encouragé ses subordonnés à commettre les crimes. Je vais donc aborder toutes ces formes de contribution une après l'autre. D'abord, Gbagbo a défini et adopté le plan commun. Mon collègue, M. Duterte, a discuté des éléments de preuve qui démontrent que M. Gbagbo, de concert avec des membres de son entourage immédiat, ont adopté une politique visant à le maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris en lançant des attaques violentes contre ses adversaires politiques et en ayant recours à la force létale contre eux. Cette politique, Madame le Président, Madame, Monsieur le Juge, constitue un plan commun au sens de l'article 25.3a. M. Gbagbo a créé et endossé le plan commun, un plan qui s'est articulé autour de lui. C'était pour le maintenir, lui, au pouvoir. Et ce plan a été exécuté par des forces sous son contrôle. L'attaque généralisée et systématique sur les partisans perçus de Ouattara, y compris les 5 incidents qui lui sont reprochés, avait un but et un seul but, à savoir maintenir M. Gbagbo au pouvoir. Sans ce dessein spécifique défini par M. Gbagbo, les crimes n'auraient pas été commis. De plus, le simple fait que M. Gbagbo ait soutenu le plan commun et qu'il ait communiqué publiquement, y compris à des membres de son entourage immédiat ainsi qu'à ses subordonnés, constitue en soi une importante contribution à la réalisation des crimes. Les subordonnés de M. Gbagbo, à tous les niveaux, ont commis des crimes, sachant que leur chef incontesté non seulement approuvait leurs activités, mais qu'il attendait d'eux aussi qu'ils fassent le nécessaire pour le maintenir au pouvoir, y compris en commettant les crimes qui ont été commis. Deuxièmement, Madame le Président, Madame, Monsieur le Juge, M. Gbagbo a créé une structure au sein du gouvernement et des forces pro-Gbagbo, lui garantissant un contrôle absolu sur elle et lui permettant d'exécuter le plan commun par leur truchement. Les éléments de preuve démontrent que même avant les élections et immédiatement après les élections, M. Gbagbo a consolidé son pouvoir sur les FDS en procédant à la nomination ou à la promotion de personnes qui lui étaient loyales à des postes clés au sein des FDS et au sein du gouvernement. Ainsi, il a nommé M. Blé Goudé, le chef de Galaxie patriotique et des jeunes patriotes, au poste de ministre de la Jeunesse. Madame le Président, en agissant de la sorte, M. Gbagbo a légitimé et habilité Blé Goudé, le soi-disant général de la rue. Et en même temps, il l'a instrumentalisé afin d'asseoir son contrôle sur les jeunes miliciens qui, plus tard, seront impliqués dans la commission des crimes qui lui sont reprochés. Comme l'a déclaré le témoin P87, il était clair que Blé Goudé était le lien entre le régime Gbagbo et les jeunes patriotes. M. Gbagbo s'est en outre assuré que les FDS, les jeunes miliciens et les mercenaires sous son autorité et son contrôle étaient en nombre suffisant, et ce, dans le but de s'assurer l'obéissance à ses ordres. Le témoin P9 a déclaré que peu de temps avant les élections, M. Gbagbo avait ordonné au ministre de la Défense de recruter 2000 éléments supplémentaires dans les forces armées. Cet ordre a été exécuté. Les nouvelles recrues ont été instruites au maniement des armes, aux techniques élémentaires de combat et à la discipline. Ils ont reçu des armes
dès qu'ils ont été affectés à leurs unités. Madame le Président, Madame, Monsieur le juge, je fournirai ma présentation à la défense et au juge plus tard, et celles-ci comprendront toutes les références que je vais faire. Il y a également des éléments de preuve qui démontrent que pendant la crise post-électorale, M. Gbagbo a ordonné à ses subordonnés de recruter de jeunes miliciens et de les intégrer dans les FDS. Le témoin P164 a déclaré que le président Gbagbo a donné l'ordre d'intégrer un nombre important de jeunes miliciens au sein des FDS. Il l'a fait dans le but de libérer la Côte d'Ivoire après la crise de 2002. Le témoin 239 corrobore ce récit en précisant que M. Gbagbo a donné l'ordre de recruter les soi-disant milices au sein des FDS. Il a précisé que pendant la campagne électorale, ceux-ci ont été recrutés par l'état-major général et la garde républicaine. De plus, le témoin P11 a fait part de l'appel lancé par Blé-Goudé et Mangou à des milliers de jeunes en mars 2011, les invitant à s'enrôler dans les FDS. Il a dit, et je cite, « Le chef de l'État était au courant de cet appel. Le président a certainement autorisé cet appel aux jeunes. » Fin de citation. De plus, le témoin P44 corrobore le fait que Blé-Goudé suivait des ordres directs émis par le président Gbagbo. Selon lui, Blé-Goudé n'aurait pas pu demander aux jeunes d'ériger des barrages routiers afin de manifester dans la rue ou de s'enrôler dans l'armée s'il n'avait pas été invité à le faire par le président. Là encore, cet ordre a été exécuté et les éléments de preuve démontrent que des milliers de jeunes ont été mobilisés et recrutés dans les FDS. M. Gbagbo a également supervisé le recrutement de mercenaires avant et pendant la crise post-électorale. D'après un échange de courriel en date du 19 décembre 2011 entre M. Anselme Seka, un proche de M. Gbagbo, et M. Joël Dib, M. Seka se serait renseigné sur les conditions relatives au recrutement de combattants étrangers afin d'être déployés en Côte d'Ivoire. M. Dib a répondu qu'il pouvait mettre à sa disposition 3000 ex-membres des forces spéciales de la marine américaine. Il a précisé qu'il serait responsable uniquement devant M. Seka et le président Gbagbo et que ces forces pouvaient être déployées dans les 15 jours, et je cite, si le président approuve cette décision. Fin de citation. Référence 0021-1290. En outre, un document manuscrit saisi par l'accusation dans la chambre à coucher de M. Gbagbo, dans sa résidence présidentielle, indique que le 28 avril 2010, un ancien ministre du gouvernement Gbagbo a rencontré 3 personnes et leur a remis plus d'1 million de francs CFA afin de recruter 40 mercenaires du Libéria. Voir référence 0018-0084. Un autre document, en date du 1er mars 2011, également saisi dans la chambre à coucher de M. Gbagbo, dans sa résidence présidentielle, porte sur ce, et je cite, la redynamisation et la réorganisation des FDS pour la sécurisation totale d'Abidjan. Fin de citation. Une des propositions faites dans ce document consiste, et je cite, à recruter 50 mercenaires chevronnés et professionnels afin de soutenir les FDS. Fin de citation. Voir référence ERN 0018-0067. Madame le Président, ces 2 derniers documents que je viens de l'indiquer ont été tous 2 saisis dans la chambre à coucher de M. Gbagbo, dans sa résidence privée. Et ces documents démontrent ce qui occupait véritablement l'esprit de M. Gbagbo avant les élections et peu de temps après. Ces documents montrent en effet comment il a préparé les élections et comment il a réagi aux résultats, en recrutant
des mercenaires professionnels. Let me continue. Permettez-moi de poursuivre. M. Gbagbo a fourni des armes aux forces pro-Gbagbo, donnant ainsi aux auteurs physiques de ces crimes les moyens d'exécuter les crimes. Les éléments de preuve démontrent que M. Gbagbo contrôlait une quantité considérable de munitions et d'armes qui étaient entreposées dans le sous-sol du palais présidentiel. Par exemple, le témoin P44 a déclaré avoir vu des caisses d'armes lourdes, de lance-roquettes et de mitrailleuses dans le sous-sol du palais présidentiel. Des camions de l'armée arrivaient pour collecter ces armes et les distribuer dans les camps militaires. Avant la crise post-électorale, M. Gbagbo avait ordonné à ses subordonnés d'acheter des armes supplémentaires. Le témoin P9 a affirmé que M. Gbagbo était très préoccupé par les difficultés à recevoir des armes. Lors de 3 réunions avec les commandants du FDS, avant et pendant la crise post-électorale, le problème de la réception d'armes et de munitions a été soulevé. Lors d'une réunion en octobre 2010, M. Gbagbo a ordonné au ministre de la Défense d'acheter des armes, y compris des armes de guerre, des armes légères, des mitrailleuses et des grenades. Le témoin P69 corrobore le fait que le ministre de la Défense a demandé au président de signer un document autorisant l'achat d'armes. En outre, une lettre saisie dans la résidence présidentielle de M. Gbagbo indique que le 23 février 2011, un diplomate ivoirien a contacté le chef d'État de la RDC au nom de M. Laurent Gbagbo, lui demandant notamment de lui fournir de l'équipement militaire et policier, voire 0018-0264. Les efforts de M. Gbagbo pour obtenir des armes ont été couronnés de succès. En effet, selon un rapport d'un panel d'experts spécial des Nations Unies, avant et immédiatement après les élections de novembre 2010, des grandes quantités d'armes et de munitions ont été achetées par des membres de son entourage immédiat. Je porte votre attention sur la référence 0021-0125, paragraphe 33. M. Gbagbo, ensuite, fournit des armes et des munitions à ses forces. Le témoin P10 raconte que lors de 2 réunions avec M. Gbagbo, entre M. Gbagbo et les chefs des FDS, réunions qui ont eu lieu en février 2011, M. Gbagbo a assuré à ses troupes qu'il allait résoudre tout problème relatif à la pénurie d'armes et de munitions. Le témoin P107 a entendu dire qu'avant le premier tour des élections, M. Gbagbo avait fourni des armes aux jeunes miliciens, y compris à ceux de Yopougon. Les éléments de preuve démontrent également qu'en dépit de l'embargo imposé par les Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, les forces pro-Gbagbo ont été bien équipées et disposées d'armes classiques et d'armes de guerre lourdes dont ils se sont servis pour commettre des crimes. De plus, Madame le Président, Madame, Monsieur le Juge, Gbagbo a coordonné l'exécution du plan commun. Pendant la crise post-électorale, M. Gbagbo tenait des réunions régulières visant à coordonner la mise en œuvre du plan commun. Il était informé des événements sur le terrain et il a approuvé les activités de ses subordonnés. Même si M. Gbagbo ne donnait pas toujours des ordres explicites, il était au centre de toutes les décisions qui ont mené à l'exécution du plan commun et à la commission des crimes qui lui sont reprochés. Le témoin P44 a déclaré, et je cite, que pendant la crise, tous les chefs du LMP étaient attachés au président. Ils ont soutenu M. Gbagbo dans sa lutte afin de le maintenir au pouvoir.
Fin de citation. Le témoin P44 a également déclaré que les réunions de crise auxquelles assistaient M. Gbagbo, la Première Dame et Blé Goudé, entre autres, avaient lieu 2 ou 3 fois par semaine à partir de janvier 2011. Selon le témoin P46, pendant la crise post-électorale, il y a eu au moins 10 réunions avec le président auxquelles avaient assisté tous les généraux des FDS et certains ministres. Le témoin P10 a déclaré que le président a convoqué les généraux des FDS à 2 reprises au palais présidentiel pour lui rendre compte. Lors de ces rencontres, le chef d'état-major lui expliquait la situation sur le terrain. En outre, Madame le Président, M. Gbagbo a rencontré les dirigeants de Galaxie Patriotique et en particulier M. Blé Goudé, à qui il a donné des instructions. Le témoin P44 a déclaré que Blé Goudé recevait des instructions de M. Gbagbo. Tout ce que Blé Goudé disait ou faisait était approuvé par M. Gbagbo. Blé Goudé transmettait ses instructions aux jeunes dans le but de maintenir M. Gbagbo au pouvoir. Le témoin P11 a corroboré le fait que M. Gbagbo et Blé Goudé étaient très proches et qu'ils se réunissaient régulièrement au palais présidentiel. Les éléments de preuve démontrent par ailleurs que pendant la crise post-électorale, les chefs des FDS se réunissaient presque tous les jours au quartier général. Le but de ces réunions était de coordonner la mise en œuvre du plan commun. M. Gbagbo était informé du contenu de ces réunions, de même qu'il avait des rencontres en tête-à-tête avec les hauts commandants des FDS pour assurer le suivi de ces événements. Le témoin P9 a pour sa part déclaré que bien que le président n'ait pas assisté aux réunions à l'état-major, il était néanmoins informé du contenu de celles-ci par le général Zogbo. Si le président souhaitait obtenir des informations spécifiques relatives à un événement, il convoquait alors les généraux des FDS à la présidence. Le chef d'état-major de l'armée appelait également le président au téléphone pour lui expliquer la situation. Pendant la crise, le chef d'état-major était en contact constant avec le président et parfois l'appelait même très tard la nuit. Ce récit est corroboré par le récit du témoin P11, qui a déclaré que M. Gbagbo était informé de tous les messages par le général Zogbo. Le chef d'état-major de l'armée l'appelait souvent au téléphone pour l'informer de toute la situation sur le terrain. De la même manière, le témoin P10 a affirmé que le président était au courant de ce qui se passait sur le terrain parce que le chef d'état-major de l'armée lui faisait des rapports régulièrement. Simone Gbagbo, l'épouse de M. Gbagbo, convoquait aussi des réunions de crise quotidiennes à la résidence présidentielle, à laquelle assistaient des ministres et des responsables du FPI, afin de coordonner la mise en œuvre du plan commun. De plus, elle a convoqué des réunions du CNRD pour les mêmes raisons. Les éléments de preuve montrent que les réunions organisées par Simone Gbagbo avaient lieu au su et avec l'approbation de l'Euro Gbagbo, qui assistait à certaines de ces réunions. Même si M. Gbagbo n'était pas présent, aucune décision ne pouvait être prise sans son approbation. Permettez-moi de vous donner des exemples qui étaient cette affirmation. Après avoir dessiné un plan d'action à être prise pour maintenir son époux au pouvoir, Simone Gbagbo a noté dans le procès-verbal d'une réunion du CNRD que le président doit être consulté. Je vous invite à consulter la référence 0018-0881, page 0888, coin supérieur droit. Le témoin P11 a également déclaré, je cite, « Je sais que le président était certainement informé de ces réunions. Je suis sûr que le président s'associait aux sentiments exprimés. » Fin de citation. Le témoin P44
a également affirmé que le président était au courant de toutes les instructions données par son épouse. Les deux étaient au courant de tout. Chacun savait ce que l'autre faisait. Gbagbo instructed M. Gbagbo a donné des instructions à ses subordonnés et les a incités à mettre en œuvre le plan commun. Les crimes qui lui sont reprochés correspondent aux ordres et aux actes d'incitation de M. Gbagbo et ils en sont le résultat direct. Permettez-moi de passer en revue les différents ordres. Premièrement, M. Gbagbo a donné l'ordre de déployer des forces armées contre les manifestants politiques. En décembre 2010, lorsque les partisans de Ouattara ont commencé à manifester dans les rues d'Abidjan, M. Gbagbo a donné l'ordre aux forces armées de, et je cite, « s'occuper de la situation ». Fin de citation. Cet ordre a mené directement à la réalisation des crimes commis dans le contexte des manifestations de la RTI, ainsi que les crimes commis le 3 mars 2011 à Abobo. Cela a ouvert la voie à l'intervention de l'armée avec des armes de guerre contre des manifestants politiques pacifiques. Le témoin P9 a déclaré qu'en décembre 2010, M. Gbagbo a signé un décret en vertu duquel il exigeait des forces armées, sous la direction du chef d'état-major de l'armée, de prêter main forte à la police et à la gendarmerie. M. Gbagbo voulait utiliser toute la force de l'armée et de ses armes de guerre pour mettre fin à la violence. Interrogé par l'accusation au sujet de cette violence, le témoin P9 a déclaré que les partisans de Ouattara ont organisé des manifestations après l'annonce des résultats des élections. Le témoin P10 a corroboré ce fait en précisant que M. Gbagbo a ordonné au chef d'état-major de prendre le contrôle des opérations. Cet ordre, Madame le Président, Madame, Monsieur le Juge, et c'est important, a dérogé à la manière dont les forces armées étaient généralement déployées. Le témoin P9 a déclaré que c'était généralement la gendarmerie ou la police qui s'occupait des manifestants, car il s'agissait là d'une opération de maintien de l'ordre et on utilisait des armes classiques. À la connaissance du témoin, c'était la première fois que le président ordonnait aux forces armées, avec des armes de guerre lourdes, de mater les manifestants. Si vous devez faire appel à l'armée pour vous occuper des manifestants, eh bien, vous devez utiliser des armes de guerre. Selon le témoin P9, le président voulait que l'on mette fin rapidement à ces manifestations. Il voulait que l'armée trouve une solution définitive au problème. Il a déclaré par ailleurs que tous les hauts commandants des FDS se sont réunis pour discuter des instructions de M. Gbagbo. Ils ont conclu que, d'après leur appréciation de ce qui se passait sur le terrain, l'intervention de l'armée n'était pas nécessaire. Il aurait été suffisant d'envoyer la police et utiliser des armes classiques. Le témoin P9 a dit que l'ordre du président a été exécuté parce que les FDS sont obligés d'exécuter les ordres du président. Le témoin P10 corrobore ce témoignage. Il a ainsi déclaré que pour s'occuper des manifestants d'une manière générale, eh bien, cela c'est le rôle de la police. On utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les foules. Cependant, lorsque l'armée est déployée, celle-ci utilise le vaste éventail d'armes de guerre dont elle dispose. Un deuxième ordre a été donné par M. Gbagbo, celui d'arrêter la marche des partisans de Ouattara vers la RTI. Comme vous l'avez déjà entendu dire, les partisans de Ouattara ont annoncé l'organisation d'une marche pacifique vers le siège de la RTI le 16 décembre 2010. M. Gbagbo a ordonné au FDS d'utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher les manifestants pro-Ouattara
d'arriver à la RTI. Cet ordre doit être interprété à la lumière d'un ordre précédent donné par M. Gbagbo, à savoir utiliser la force armée contre des manifestants politiques dans le but de mettre rapidement fin à ces manifestations et pour que l'armée trouve une solution définitive à ce problème. Le témoin P10 a indiqué que bien avant les manifestations, des arrangements ont été pris pour composer avec ces manifestations. La veille, le chef d'état-major de l'armée a convoqué les généraux de la FDS pour discuter des mesures à prendre par chaque unité lors des manifestations. Le témoin P10 a indiqué expressément que le chef d'état-major a reçu des instructions en ce sens du président et de 2 ministres. The Chief of Staff called a coordination. Le témoin P9 a confirmé que la veille de la manifestation, le chef d'état-major a convoqué une réunion de coordination à l'état-major général en la présence des généraux des FDS. Le but était d'organiser une opération pour empêcher les manifestants de se rendre à la FTI. Le chef d'état-major de l'armée a agi sur instruction de M. Gbagbo et cela peut être déduit du fait que M. Gbagbo exerçait le contrôle sur l'armée, que le chef d'état-major avait promis sa loyauté au président et qu'il faisait partie de son entourage immédiat depuis des années. En fait, déjà en 2006, le chef d'état-major a dit de façon claire qu'il consultait toujours M. Gbagbo avant de prendre une quelconque décision. Next, Mr. Gbagbo ordered to lay siege to the M. Gbagbo a donné l'ordre d'assiéger le Golf Hotel et ses résidents. Le témoin P46 a déclaré qu'à l'annonce des résultats des élections, Ouattara se trouvait à l'hôtel Golf. Les FDS, avec ses armes de guerre lourdes et avec le soutien de la police, a empêché les gens de se rendre au Golf Hotel et de le quitter. Et d'après le témoin P44, cela faisait suite à un ordre du chef d'État. Le témoin P44 corrobore le fait que l'ordre de boucler le Golf Hotel a été donné par M. Gbagbo personnellement. Les éléments de preuve montrent que l'ordre de M. Gbagbo a été exécuté par les forces pro-Gbagbo et le siège du Golf Hotel a été maintenu au travers d'attaques violentes contre des personnes tentant d'atteindre le Golf Hotel ou de le quitter. C'est un exemple de plus qui démontre comment M. Gbagbo s'est servi de l'armée contre les civils pour rester au pouvoir. Je voudrais maintenant faire référence à un certain nombre d'actes d'incitation qui ont mené à la réalisation des crimes à Abobo entre le 3 et le 17 mars 2011. Le témoin P10 a déclaré que lors d'une réunion avec des hauts commandants des FDS fin février, début mars 2011, M. Gbagbo a ordonné à ses forces de, et je cite, « rester ferme et ne pas perdre Abobo ». Fin de citation. Il a dit qu'il n'a pas donné d'instructions opérationnelles spécifiques, mais qu'il a déclaré néanmoins que les FDS ne devaient pas perdre Abobo. Le témoin P107 a, quant à lui, affirmé qu'il a vu M. Gbagbo déclarer à la télé qu'il enverrait le SECOS et la police pour nettoyer Abobo et en faire un cimetière, parce qu'il s'y trouvait des rebelles. Le témoin P172 a déclaré que, bien que n'ayant pas vu lui-même personnellement des gens parler à Bobo, il dit avoir entendu des gens parler de l'interview accordée par Laurent Gbagbo à la télévision et où il a dit qu'il allait faire d'Abobo un cimetière. En outre, une publication ivoirienne en date du 11 février 2011 fait état du fait que le commandant adjoint du SECOS attendait l'ordre de nettoyer Abobo et mettre fin à ce qui se passait à Abobo. Voir le document portant la référence ERN 0021-0843. Madame le Président, il a utilisé les mêmes termes que M. Gbagbo, c'est-à-dire nettoyer Abobo. Cela montre que les forces pro-Gbagbo ont commis le crime
non pas de leur propre initiative, mais sur instruction de leurs supérieurs. Le sens des ordres donnés par M. Gbagbo à ses forces, notamment de rester ferme et de nettoyer Abobo, doit être interprété à la lumière d'autres éléments de preuve devant vous, y compris l'ordre donné par M. Gbagbo de déployer l'armée contre les manifestants politiques, et c'est en l'intention d'utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin rapidement aux manifestations pro-Ouattara. Pourquoi ? Pourquoi, Madame le Président, est-ce que M. Gbagbo a visé Abobo en particulier? Eh bien, Abobo, c'est un quartier d'Abidjan, le quartier le plus peuplé d'Abidjan, et c'est un bastion de Ouattara. Le témoin P172 a déclaré que tous les habitants d'Abobo étaient considérés comme des ennemis de Gbagbo. Abobo, c'est également le quartier où nombre de manifestations anti-Gbagbo ont eu lieu. Le témoin P10 a déclaré qu'Abobo, c'est Abidjan. C'est-à-dire que pour que M. Gbagbo maintienne sa mainmise sur Abidjan, il était nécessaire de contrôler Abobo. Et donc cela revêtait une importance stratégique dans la poursuite du plan commun. L'accusation ne conteste pas que le commandant invisible et que les FDS se sont battus les uns contre les autres à Abobo pendant la violence post-électorale. Cela dit, en l'espèce, nous devons nous pencher sur les crimes qui ont été commis par les forces pro-Gbagbo contre les civils à Abobo. Ces crimes n'ont absolument rien à voir avec une quelconque activité du commandant invisible. Attaquer une marche de femmes ou bombarder un marché en plein jour ne pourrait en aucun cas être perçu comme étant un combat contre le commandant invisible. Ces crimes ne sont pas des dommages collatéraux, ils ne font pas non plus d'activités des FDS qui soient légitimes. Leur but spécifique est de prendre pour cible les civils dont on pense qu'ils sont des partisans de Ouattara dans la poursuite d'un plan commun. Enfin, Madame le Président, M. Gbagbo a fait un certain nombre de déclarations qui ont contribué au massacre de Yopougon du 12 avril 2011. Le témoin P109 a déclaré qu'au début d'octobre 2010, M. Gbagbo, de concert avec Blé Goudé et d'autres chefs des jeunes, ont rendu visite à des jeunes patriotes à Saguidiba, à un quartier de Yopougon. M. Gbagbo a dit, et c'est très important, il a dit aux jeunes qu'ils devaient se battre pour protéger la nation et ne pas laisser le pays entre les mains des ennemis. Ils devaient se battre pour protéger la nation et ne pas laisser le pays entre les mains des ennemis. Madame le Président, Yopougon était un bastion de Gbagbo. Après cette visite, M. Gbagbo a assuré, par le truchement de Blé Goudé, que ses partisans à Yopougon étaient prêts à se battre. Selon le témoin P108, Blé Goudé a visité les parlements de Yopougon à plusieurs reprises. Le témoin P109 corrobore le fait que Blé Goudé ait tenu plusieurs réunions avec des partisans de Gbagbo à Yopougon. Ces réunions ont mobilisé un nombre important de personnes et dans ses discours, Blé Goudé exhortait les jeunes à protéger leur président et leur a demandé de surveiller leur quartier contre les rebelles. Comme nous l'avons indiqué précédemment, M. Gbagbo a fourni à ses forces des armes. Le témoin P108 a entendu dire qu'avant le premier tour d'élection, M. Gbagbo a fourni aux jeunes miliciens des armes, y compris à ceux de Yopougon. Le témoin P108 a déclaré que des armes étaient stockées dans les parlements de Yopougon et que lui, ainsi que le témoin 109, ont vu des jeunes patriotes armés dans les rues de Yopougon.
L'impact qu'a eu la déclaration de M. Gbagbo à Sadigiba sur les jeunes de Yopougon doit également être examiné à la lumière du fait que M. Gbagbo contrôlait les jeunes miliciens par le truchement de Blé Goudé. À plusieurs reprises, y compris vers la fin mars 2011, Blé Goudé exhortait les jeunes miliciens de Yopougon à s'enrôler dans l'armée pour faire en sorte que M. Gbagbo soit maintenu au pouvoir. À terme, quelques jours avant son arrestation, le 9 avril 2011, M. Gbagbo a émis un communiqué dont une copie a été trouvée par l'accusation dans la chambre à coucher, dans le bunker de la résidence présidentielle de M. Gbagbo, où M. Gbagbo a passé les derniers jours avant son arrestation. Dans ce communiqué, M. Gbagbo exhortait le peuple à poursuivre la résistance et à se battre contre, et je cite, Ouattara et ses terroristes. Fin de citation, voire référence 0018-0564. Le terme terroriste, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, utilisé par M. Gbagbo, renvoie généralement aux partisans de Ouattara. M. Gbagbo et des membres de son entourage immédiat ont déjà utilisé des termes dégradants comme bandit pour faire référence à ses partisans. Par exemple, lors d'une réunion du Conseil des ministres en date du 22 février 2011, le Premier ministre a déclaré, et je cite, « Nous devons utiliser le terme terroriste lorsque nous parlons des manifestants. » Fin de citation. Vous pouvez trouver cette citation à la référence 0025-0082 à la page 0084. Les éléments de preuve démontrent que ce communiqué a été distribué au groupe de soutien de Gbagbo et j'attire votre attention en particulier à la note de page 386 du document de notification des charges. Il a été publié au moment où l'FDS était en train de se désintégrer. Néanmoins, M. Gbagbo souhaitait poursuivre la mise en œuvre du plan commun et à exhorter les forces qui continuaient de lui être loyales, notamment les jeunes miliciens, les mercenaires et les forces FDS qui restaient. L'arrestation de M. Gbagbo le 11 avril a déclenché le massacre de Yopougon. Ses partisans se sont vengés pour l'arrestation de leur chef. Mais son arrestation ne signifie pas que le plan commun a cessé d'exister. En fait, comme le démontre le communiqué de M. Gbagbo, publié quelques jours auparavant, lorsque M. Gbagbo était déjà assiégé dans son bunker par des forces ennemies et que son arrestation physique n'était qu'une question de temps, il a exhorté ses forces à poursuivre le combat. Il n'a pas demandé que l'on poursuive le combat contre les forces ennemies, il a dit, il leur a demandé de continuer de se battre contre Ouattara et ses partisans politiques. Il voulait que la lutte de pouvoir violente se poursuive. Cela montre, Madame le Président, Madame, Monsieur le Juge, que le plan commun était censé continuer même après l'arrestation de M. Gbagbo. En fait, comme le démontrent les éléments de preuve, les forces pro-Gbagbo ont continué à commettre des crimes même après son arrestation. Et au moins jusqu'au 8 mai 2011, y compris lors du massacre de Yopougon, survenu le 12 avril 2011. The next form. L'autre manière dont M. Gbagbo a contribué à la commission des crimes, c'est en encourageant ses subordonnés à commettre des crimes. Le 27 août 2010, M. Gbagbo a prononcé un discours devant un grand nombre d'officiers de police à Divo. Dans le cours de ce discours, il a demandé à ses forces spécifiquement de ne pas remettre en cause les ordres donnés par leurs supérieurs. Il leur a indiqué qu'ils ne seraient pas sanctionnés, quelles que soient les mesures qu'ils prendraient. M. Gbagbo, en outre, a encouragé ses subordonnés à commettre les crimes en ne prenant pas les mesures qui étaient en son pouvoir et son autorité pour prévenir, réprimer
et sanctionner la commission de crimes. Les attaques de grande échelle et systématiques contre les partisans de Ouattara ont été commis pendant une longue période de temps. M. Gbagbo était bien informé de la situation sur le terrain, entre autres par le biais de ses généraux FDS, mais il n'est pas intervenu. Ceci, simplement, a encouragé les forces pro-Gbagbo à continuer à commettre des crimes pour mettre en œuvre le plan commun. En outre, M. Gbagbo a encouragé ses subordonnés à commettre des crimes en leur fournissant un motif personnel de faire tout ce qui était nécessaire pour le maintenir au pouvoir. M. Gbagbo a dit clairement à ses subordonnés qu'en fait, leur carrière dépendait de son maintien au pouvoir. Le témoin 239 a déclaré que M. Gbagbo avait répété à plusieurs reprises à ses généraux chevronnés des FDS que s'il tombait lui-même, ils tomberaient tous. Le témoin 239 a également déclaré que M. Gbagbo avait promis aux jeunes patriotes qu'il serait incorporé dans l'armée en cas de victoire. Incorporé dans l'armée en cas de victoire. Ces éléments de preuve montrent également que tout au long de sa présidence et même pendant la violence post-électorale, M. Gbagbo versait des allocations mensuelles aux dirigeants des jeunes miliciens. Je vais poursuivre en évoquant les autres éléments de la coaction indirecte, en commençant par l'existence d'un appareil de pouvoir organisé et hiérarchique. Les éléments de preuve montrent que le plan commun dont j'ai parlé précédemment a été mis en œuvre par le biais d'une structure de pouvoir organisée et hiérarchique. Cette hiérarchie était constituée des forces de sécurité et de défense ivoiriennes, les FDS, renforcées par les jeunes miliciens pro-Gbagbo et des mercenaires. Dans le document contenant les charges, paragraphes 59 à 67, l'accusation fait référence à cette hiérarchie comme étant les forces pro-Gbagbo. Nous avons d'ailleurs utilisé cette expression, les forces pro-Gbagbo, tout au long de notre présentation. Les FDS comptent 5 branches qui étaient impliquées dans la commission des crimes. Ces 5 branches sont les forces armées, la gendarmerie, la garde républicaine, le SECOS et la police. Chacune de ces 5 branches était dirigée par un membre de l'entourage immédiat de M. Gbagbo qui devait, en bout de course, rendre des comptes à M. Gbagbo, soit directement, soit par le biais d'un des ministres du gouvernement de M. Gbagbo. Le témoin 9, par exemple, témoigne de ce que pendant la période de crise, le chef d'état-major coordonnait les forces armées, la gendarmerie et la police. Sur le terrain, le directeur de la police était responsable de la direction des opérations de la police, de la gendarmerie et de SECOS. Le soir, ils se réunissaient tous à l'état-major pour faire le point avec le chef d'état-major. Les éléments de preuve montrent également que les FDS avaient une structure de commandement et des chaînes de rapports hiérarchiques clairement définies et que des ordres étaient donnés par les commandants et relayés à leurs subordonnés. Le témoin 9 décrit le fait que pour chaque opération, le chef d'état-major évaluait la situation et ensuite assignait des missions à chaque unité. Il donnait l'ordre de lui faire rapport, il donnait des ordres sur le moment où il fallait tirer et sur la manière de se comporter à l'égard de l'ensemble de la population. Chaque unité, chaque soldat sur le terrain était commandé par son propre chef
à qui il devait rendre des comptes également. Ces chefs donnaient des instructions conformes aux ordres donnés par le chef d'état-major. D'après le témoin 9, le chef d'état-major faisait rapport au ministre de la Défense et ensuite au président Gbagbo, soit directement, soit par le biais du ministre de la Défense. Ceci est corroboré par le témoin 11, Madame le Président. Les éléments de preuve montrent également que M. Gbagbo et les commandants FDS étaient régulièrement informés par leurs subordonnés des événements sur le terrain. Les jeunes miliciens. Les jeunes miliciens constituent la deuxième composante des forces pro-Gbagbo organisées hiérarchiquement. Avant 2010 et pendant la crise post-électorale, M. Gbagbo et son entourage immédiat se sont livrés systématiquement au recrutement de volontaires de la galaxie patriotique pour contribuer à la mise en œuvre du plan commun. Ces jeunes, engagés par M. Gbagbo, sont appelés les jeunes miliciens. Et certains individus étaient anciennement associés avec la galaxie patriotique. Ça n'a pas forcément une grande importance. Le plus important, c'est qu'ils ont toujours été instrumentalisés, utilisés par l'appareil de M. Gbagbo pour mettre en œuvre le plan commun. C'est ce que nous appelons les jeunes miliciens. Le témoin 44 décrit le fait que les jeunes patriotes étaient très bien organisés. Ils disposaient d'une base dans chaque district et chaque quartier, avec un représentant pour chaque zone qui recevait des ordres d'un niveau supérieur de la chaîne de commande et transmettait ces ordres aux membres de leur base. Le témoin 44 déclare également que Blé Goudé était le chef de la galaxie patriotique. Il y avait plusieurs sous-chefs et chaque sous-chef avait des responsabilités spécifiques en ce qui concerne les ordres qu'il fallait donner aux jeunes de sa zone. Certains étaient responsables de donner des ordres en ce qui concerne l'érection de barrages routiers, d'autres la surveillance de personnes, d'autres encore l'expulsion de ceux qui étaient considérés comme des rebelles. Beaucoup de jeunes miliciens étaient armés et avaient suivi une formation militaire. Le témoin 44 a témoigné du fait que Blé Goudé disposait de 7000 jeunes qui avaient suivi une formation militaire dans la forêt Banco, à Yopougon et à l'intérieur du pays. Les jeunes miliciens étaient contrôlés par les FDS et menaient des opérations conjointes sous la direction des officiers FDS. Les éléments de preuve montrent que les jeunes miliciens étaient effectivement intégrés dans la chaîne de commandement des FDS. Cela a été le cas non seulement vers la fin de la violence post-électorale, lorsqu'ils ont été officiellement intégrés, mais également bien avant cela. M. Gbagbo, d'ailleurs, s'est appuyé sur les jeunes miliciens comme faisant partie intégrante de ses forces armées tout au long de sa présidence. Pendant toute cette période, il a versé à ses dirigeants, y compris Blé Goudé, des allocations mensuelles. En outre, P164 a déclaré que des jeunes étaient appelés contingents Blé Goudé et que ceux-ci ont été intégrés dans l'armée. Ils étaient pro-Gbagbo et étaient assurés d'une impunité totale pour tout ce qu'ils faisaient. Ils ont exécuté le plan de Blé Goudé et ont constitué les éléments les plus violents à l'intérieur de ces forces. D'ailleurs, ils mettaient en œuvre tout ordre venant de leurs supérieurs, même si ces ordres enfreignaient le droit pénal. Troisième composante des forces pro-Gbagbo, Madame le Président, les mercenaires pro-Gbagbo. Les éléments de preuve montrent que, avant et pendant la crise post-électorale, M. Gbagbo et son entourage immédiat ont systématiquement procédé au recrutement, au financement et à l'armement de milliers de mercenaires venant essentiellement du Libéria pour contribuer à la mise en œuvre du plan commun. Par exemple, P44 a déclaré que Bertin Cadet, le conseiller personnel de M. Gbagbo, avait envoyé les mercenaires du Libéria en Côte d'Ivoire et Pastor Mori, le pasteur personnel de M. Gbagbo, était responsable de l'achat des armes pour eux. Ces
des mercenaires étaient placés sous le commandement des FDS et opéraient de concert avec les FDS et les jeunes pro-Gbagbo. Par exemple, le témoin 9 a déclaré que la garde républicaine était soutenue par des mercenaires. Ils étaient recrutés, prenaient leur solde et ensuite faisaient ce qu'on leur disait de faire. Madame le Président, si cela est un bon moment pour ce faire, nous pourrions marquer la pause. Il nous reste à peu près 10 à 15 minutes après celle-ci. Je pense que c'est le bon moment, c'est bien l'heure. Et nous allons reprendre dans une demi-heure. All rise, vous vous levez.